Pour vous, quelle est la première problématique liée à l'emploi en Afrique? Alors, en tant qu'employeur ou Oui, en en tant tant qu'employeur. qu'employeur? D'accord. En tant qu'employeur, la difficulté, c'est de trouver des gens qualifiés. On n'a pas l'expérience professionnelle déjà durant les 3 ans de cursus universitaire qu'on effectue, mais l'employeur demande à ce qu'on ait 3 ans d'expérience professionnelle. Comment, en tant que jeune diplômé, on peut déjà à la base corriger ce dysfonctionnement? Ce phénomène, il n'est pas qu'africain, hein, il est européen également. Quand on voit les offres d'emploi, ils recherchent des gens qui ont 22 ans, qui ont 5 ans d'expérience, qui ont fait 10 ans d'études. Voilà, donc ils recherchent toujours un peu le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Vous, avec votre élan, avec votre parcours, qu'est-ce qu'un employé qui démarre dans une entreprise peut déjà mettre en place comme perspective, comme démarche chronologique à suivre pour pouvoir quand même atteindre un niveau sur le plan salarial? Un réseau. Bienvenue sur le podcast de l'investisseur salarié, là où nous parlons de salariat, là où nous donnons des astuces pour permettre aux salariés de pouvoir construire une carrière professionnelle et d'investir. On n'est pas obligé de laisser son emploi salarial pour entreprendre. Bien que souvent sur les réseaux sociaux, on nous crie à bout de champ, laissez votre emploi, rejoignez le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons débrayer la carrière professionnelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment gagner des millions tout en étant salarié. Aujourd'hui, nous recevons un directeur qui a fait quand même un parcours élogieux, un parcours en Afrique et en Europe. Il va nous parler de son expérience, de sa carrière, comment il a pu se construire, comment, malgré les difficultés, il a pu trouver sa place au juste milieu dans ce monde. Aujourd'hui, il est en expatriation en Afrique. Il a déjà fait plein de pays africains. Il va nous donner les astuces pour que chacun de nous, en tant que salarié, nous puissions prendre ce qu'il faut en termes de perspective pour bien réussir et pour bien amorcer notre carrière professionnelle. Nous recevons sur cette chaîne Monsieur Jacques. Je vais le laisser se présenter. Monsieur Jacques, pouvez-vous vous présenter à nos followers? Bonjour Bruno, donc, je m'appelle Jacques Zimmermann, je suis actuellement directeur d'Air France pour le Bénin et le Togo, position que j'occupe depuis 4 ans. On peut dire que de mon côté, je ne connais que la fonction salariale parce que je travaille chez Air France depuis 28 ans maintenant, avec différents postes. Donc je suis rentré chez Air France relativement jeune et les années ont passé maintenant. Voilà. Donc moi je suis à votre disposition, Bruno, pour raconter un peu mon parcours et des conseils ou peut-être des avis, plus que des conseils, parce que les conseils engagent toujours un peu beaucoup, mais au moins des avis sur le salariat et vous donner les avantages et comment dire, et aussi de dire peut-être c'est une bonne façon de commencer dans la vie professionnelle. Ok, nous te remercions, Jacques. Je voudrais amorcer la première question parce que vous avez fait quand même un beau parcours, tant sur le plan de l'Union européenne, mais depuis un certain moment, je dirais depuis pratiquement plus de 8 ans, vous êtes en Afrique. Vous avez fait du moins pas mal de pays. Pour vous, quelle est la première problématique liée à l'emploi en Afrique? Alors, en tant qu'employeur ou Oui, en en tant tant qu'employeur? qu'employeur. D'accord. En tant qu'employeur, la difficulté, c'est de trouver des gens qualifiés, c'est-à-dire des gens qui ont pas forcément une expérience, mais quelqu'un qui ont des formations qui ont été correctement effectuées, qui sont en adéquation avec ce qu'attend l'entreprise. C'est-à-dire que ce que je trouve ici, c'est qu'il y a une formation qui est un petit peu formaliste, qui est un petit peu universitaire, qui est un peu trop théorique par rapport aux besoins de l'employeur. Euh, on peut le retrouver dans les services commerciaux. Alors là, on peut trouver des gens qui sont très qualifiés, qui ont fait des belles études ici en Afrique, mais qui sont un petit peu trop
universitaire, je dirais, des gens qui parlent bien, mais qui n'ont pas forcément la notion, qui n'ont pas forcément les notions d'entreprise au premier abord. Donc c'est en ça où je dis peut-être il faudrait que les formations soient un petit peu plus en alternance ou qu'ils s'approchent un peu plus de ce que veut l'entreprise. Et au contraire, on a des gens qui ont une expérience professionnelle, qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, et là, ce qui leur manque justement, c'est la notion qu'est-ce qu'une politique commerciale, comment l'appliquer, et de dire, voilà, si on donne par exemple une réduction à quelqu'un, un prix à quelqu'un, pourquoi on lui donne ce prix-là? Et ça, dans le commerce, on ne donne rien sans rien, quelque part. Même si on donne une petite réduction, on attend quelque chose du client. Et cette notion-là d'échange entre les deux n'est pas forcément faite. Dans les métiers plus financiers, là, je pense qu'il faut une qualification vraiment universitaire, enfin d'école, parce que ça s'invente pas. Le chiffre, voilà, les techniques, les méthodes sont là, et c'est très calibré. Donc là, c'est un petit peu différent. Il faut il faut des études universitaires pour arriver à prendre ces postes-là. Voilà. Ok. Mais bien souvent, nous, en tant que jeunes diplômés, on se pose très généralement la question de savoir, on n'a pas l'expérience professionnelle déjà durant les 3 ans de cursus universitaire qu'on effectue, mais l'employeur demande à ce qu'on ait 3 ans d'expérience professionnelle. Comment, en tant que jeune diplômé, on peut déjà à la base corriger ce dysfonctionnement? Quelle astuce on doit mettre en place? Parce que on ne peut pas corriger le système éducatif en Afrique pour le moment. Ce n'est pas de notre verre. Mais en tant que diplômé, quelle perspective quelle démarche on doit mettre en place pour quand même pallier à ce frein-là? Alors, ce phénomène, il n'est pas qu'africain, hein, il est européen également. Quand on voit les offres d'emploi, ils recherchent des gens qui ont 22 ans, qui ont 5 ans d'expérience, qui ont fait 10 ans d'études. Voilà, donc ils recherchent toujours un peu le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Donc, c'est pas qu'un phénomène africain. Après, et c'est ce que je dis, c'est que pendant les études, je pense qu'il faut se rapprocher des employeurs. Il faut aller faire quelques stages comment dire, en insertion dans l'entreprise. Et quand vous postulez un emploi, c'est de dire voilà, qu'est-ce que va attendre l'employeur de moi? Quelle va être ma mission? Essayer de se renseigner en disant voilà, quelle va être ma mission et comment je peux mettre en perspective ce que j'ai appris pour rentrer dans le cadre de l'entreprise. Ça, c'est pas évident à faire parce que quand on sort des études, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas appliquer encore ce qu'on a appris, mais justement le fait de s'immerger, de rentrer dans l'entreprise, soit par des stages, soit par des discussions, quand on rencontre des gens dans des salons, dans des lieux de rencontre professionnels, je pense que c'est l'opportunité. Il faut se renseigner. Et après, je dirais, l'expérience, elle est requise. Elle n'est pas forcément, quand on dit 3 ans, c'est pas forcément le nombre qui compte. C'est l'expérience et être capable aussi, le jour où vous allez voir votre employeur, de lui dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mené telles actions, j'ai eu tel succès, tels échecs. Et c'est aussi ça. L'employeur, il ne va pas regarder, pour ma part, je ne vais pas uniquement regarder le diplôme, je vais aussi regarder si la personne a la tête bien faite. C'est-à-dire si elle est capable de s'exprimer, si elle est capable de se projeter, si elle m'inspire une confiance. Alors, je ne dis pas qu'il faut... c'est pas le corbeau et le renard, il ne faut pas être là pour flatter, hein. Il faut être là pour montrer qu'il y a un potentiel. Et c'est justement ça, c'est montrer votre potentiel qui est important, plus que le diplôme. Et je dirais pas plus que l'expérience, mais il faut un minimum d'expérience. Et ça s'acquiert par un stage. Et même quand on rentre dans le premier stage ou des choses comme ça, il faut essayer de se projeter, il faut essayer de se montrer. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord. On vient alors au fait quand généralement, plus tard, après tout ce processus, on intègre une entreprise, bien souvent on a des difficultés parce que le constat actuellement en Afrique, beaucoup au bout de 2 ans commencent par se plaindre de leur boulot parce qu'ils n'ont pas
une perspective de carrière professionnelle propre à eux. Ils ne développent pas une vision qui leur est propre et ils sont là, puisque le turnover en matière d'emploi en Afrique est très faible. On se morfond pendant 10 ans, pendant 15 ans à rester au même niveau sans progression. Vous, avec votre élan, avec votre parcours, qu'est-ce qu'un employé qui démarre dans une entreprise peut déjà mettre en place comme perspective, comme démarche chronologique à suivre pour pouvoir quand même atteindre un niveau sur le plan salarial? Un réseau. Il faut développer un réseau. C'est-à-dire que votre entreprise, si c'est une grande entreprise, vous allez travailler dans cette entreprise. Il y a différents services, il y a différentes marches d'escalier pour grimper dans la société. Donc si c'est une grande entreprise, si vous avez un réseau dans l'entreprise et que vous avez montré vos qualités comment dire, aux autres, enfin, ou aux directeurs ou aux gens qui sont au-dessus, ils auront une tendance à vous faire monter parce qu'ils ont confiance en vous et parce qu'ils vous connaissent. Donc ça, c'est le réseau. Et le réseau, il est aussi important dans les petites entreprises parce que si je prends l'exemple d'Air France ici au Bénin, c'est une toute petite entreprise, on est 15 employés. Et il est vrai que c'est difficile de progresser. Les places, comment dire, les places d'agents de maîtrise ou les places de cadre sont relativement rares et quand elles sont prises pour longtemps. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire le réseau, il est plus forcément à l'intérieur de l'entreprise, il est également à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes commercial, vous allez travailler dans le monde. Ici, on est dans le monde de l'aérien. Oui. Le monde de l'aérien, il est assez large ici. Il y a l'aéroport, il y a les agences de voyage, il y a les compagnies aériennes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur-là. L'idée, c'est de se faire un réseau, soit dans ce secteur-là, en disant j'ai travaillé en secteur, peut-être une agence de voyage, peut-être quelqu'un aura un poste plus intéressant pour vous. Et il ne faut pas hésiter à changer. Vous n'êtes pas marié avec votre entreprise, vous êtes là, vous lui donnez quelque chose, elle vous donne quelque chose en retour, mais ce n'est pas un mariage, ce n'est pas la famille, ça reste un employeur. Donc il ne faut pas hésiter aussi peut-être de temps en temps à aller changer de boîte si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Donc vous avez la possibilité soit de travailler dans le monde que vous connaissez, c'est-à-dire ça peut être le bâtiment, ça peut être le transport aérien, ça peut être l'hôtellerie, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc vous pouvez peut-être évoluer en horizontal dans ce monde-là, ou alors en disant je change, moi je suis commercial, je suis commercial, au lieu de dire je suis commercial dans le monde, enfin je travaille dans le monde de l'aérien, peut-être je peux dire je suis commercial et demain je vais aller vendre des briques, demain je vais aller vendre des tracteurs, je vais aller vendre du conseil aux entreprises, peu importe. L'idée c'est de dire quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je sais faire et où est-ce que je peux aller le vendre. Et rester sur le qui-vive grâce au réseau qui vous diront par là il y a des opportunités, par là il n'y en a pas. Tiens, je connais un tel qui a envie d'embaucher quelqu'un. Donc je pense qu'à la base, c'est le réseau qui est très important pour trouver un emploi. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est avec notre créneau horaire qui est déjà assez serré en entreprise, comment construire ce réseau? Parce que pour construire un réseau, non seulement il faut être disponible, et derrière tout réseau, celui en quelque sorte qui t'aide dans un réseau attend quelque chose en contrepartie. Parce que si je n'ai rien à offrir dans un réseau, je ne suis pas sûr que la personne aura à me pistonner. Parce que l'information, il faut que je l'ai et que je l'ai au bon moment. Ouais. Déjà, j'aime pas ce mot pistonner, parce que pistonner, ça veut dire qu'on met quelqu'un à la place parce qu'on t'aime bien. Non, moi je préfère coopter comme mot. Coopter, ça veut dire que vous connaissez la personne vous connaît, elle sait vos qualités et elle peut vous introduire auprès d'autres personnes. Et le réseau, enfin, là, quand vous dites là, mon mentor, quelque part, attend quelque chose de moi en retour, je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense que le mentor, lui aussi, il a son réseau. Et s'il propose des gens bien à ses pairs, je pense que ça va lui aussi lui apporter quelque chose. On dit, celui-ci, il est sérieux parce qu'il m'a présenté lui, et qu'il a également un bon réseau. Et lui, il va peut-être bénéficier en retour du réseau de ses pairs.
Voilà, et c'est en ça peut-être. Il faut pas se marchander, si vous voulez. C'est pas le but du jeu. Et puis il y a aussi, je pense qu'il y a des parrainages, il y a des choses comme ça qui existent en Afrique. Il y a toujours un tonton qui vous aide ou Oui. qui fait quelque chose pour vous. Il n'attend pas forcément quelque Quelque chose chose en en retour. retour. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Après, votre parrain, vous lui devez, bien sûr, mais vous lui devez dans votre vie professionnelle. C'est pas tout de suite. Quand il vous demandera quelque chose, vous le ferez parce que c'est votre parrain. Donc, mais c'est voilà, ce système de parrainage, ce système de réseau, tout ça, il faut l'entretenir. Alors quand? Eh bien, trouvez le temps soit dans votre travail, parce que ça peut être un parrain, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous travaillez au quotidien, euh, que ce soit en client, en fournisseur, en collègue. Et puis le soir, aller voir les gens et discuter, passer un petit coup de fil, envoyer un petit Déjeuner. message. Voilà, c'est le réseautage. Voilà. D'accord. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui en tant que jeune, c'est comment quitter ce cap d'être payé autour de 500 euros, 700 euros et devenir à un niveau où la rémunération puisse escaler jusqu'à 3 000, 5 000 euros. Parce que le revers aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on plébiscite le fait que la seule voie pour pouvoir réussir, c'est l'entrepreneuriat. Mais dans le même temps, moi, puisque avec mon dynamisme, avec ceux que moi je côtoie, je sais que dans le monde salarial, il y a des gens qui, rien qu'en Afrique, prennent environ 5 millions, 6 millions, voire 10 000 euros le mois en net. Et Mhm. ça, généralement, on ne véhicule pas ce message. Comment, en tant que jeune salarié, je peux développer non seulement mon expérience, comment je me positionne déjà à la base, quelle vision je dois mettre en place pour pouvoir un jour, peut-être au bout de 10 ans, atteindre un niveau où j'ai une rémunération de 10 000 euros net ou bien de 5 000 euros net. Je pense qu'il faut prendre l'exemple de ceux qui sont arrivés, à quel poste ils sont au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels efforts ils ont donnés. Alors quels efforts dans un premier temps d'études, ça peut être aussi d'études au cours de sa carrière, de se remettre à travailler enfin, à étudier pour avoir plus de vision. Ça peut être également de, de voir quel parcours eux-mêmes ont eu pendant ces années. Après, il est clair que le travail à 10 000 euros par mois, il est plus rare que celui à 500 000. Hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire que les postes de direction, ça, c'est des postes de direction. Ce sont des postes assez élevés dans une entreprise. Donc ces postes-là, ils deviennent beaucoup plus rares. Hein. Il y a pas, quand il y a 100 employés, il y a 2 directeurs. Il y a pas 100 directeurs. Donc les places sont plus rares. Et donc, là encore, c'est par le travail, c'est par la capacité à anticiper peut-être les problèmes. C'est-à-dire que le travail commence, généralement, vous êtes un exécutant. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous faites ci, vous faites ça. La suite du travail, c'est de devenir non plus un exécutant, mais quelqu'un qui va aller au-delà, qui va devancer les problèmes ou qui va mettre en place des solutions pour régler les problèmes ou pour faire. Enfin, c'est pas que des problèmes, ça peut être aussi de développer l'entreprise. C'est de voir la prospective. Et donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est ce qu'on a dit. Chez nous, on appelle ça proactif. C'est-à-dire que vous allez au-devant des problèmes, vous allez apporter vous-même vos solutions. Et donc là, déjà, vous passez un cran. Et après, le troisième cran, une fois que vous avez été proactif, c'est de dire, voilà, maintenant, où est-ce que je veux aller? Donc là, c'est plus de la stratégie qu'il va falloir mettre en place. Donc vous avez 3 niveaux, exécutant, proactif, on va dire, et après stratège. Et donc, je pense que les postes que vous décrivez là, ce sont des postes de stratège. Et donc, on ne devient pas stratège du jour au lendemain. Je pense qu'il faut avoir une base de connaissances d'exécution, de connaître un peu, de connaître ce qui se passe dans l'entreprise, d'être capable de régler tous les problèmes de l'entreprise à un niveau intermédiaire, d'accord, et après prendre des postes de direction, c'est-à-dire voilà, maintenant c'est moi qui guide ce qu'on va faire, c'est-à-dire avoir un poste, encore une fois, stratégique. OK. Mais par rapport à ce poste stratégique, la vraie question, c'est de savoir, en Afrique, nous sommes confrontés à une situation où les chefs hiérarchiques ne veulent pas donner de la visibilité
à ceux qui sont sous eux. Parce que généralement, il arrive que celui qui est sous le chef hiérarchique réalise une meilleure performance. Et c'est lui qui fait peut-être le travail derrière que le chef hiérarchique présente. Comment on va se démarquer par rapport à tout cela? Ça, c'est une question qu'il faut régler entre Africains, je pense. Comment dire, on avait en France, je pense, enfin, chez Air France du moins, on avait ce problème de hiérarchie assez pesante. Euh, je- les exemples du Nord, chez les Allemands, chez les Hollandais, où c'est une hiérarchie beaucoup plus horizontale, on va dire, le patron n'est pas là pour vous diriger, il est là pour vous aider à accomplir vos tâches. Voilà, et donc c'est en ça où c'est totalement différent. Là, c'est un aspect qui est très culturel. J'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Je pense que c'est un problème, encore une fois, qu'il va falloir régler entre vous et qu'il va falloir, vous-même, vous êtes la nouvelle génération, c'est à vous de faire évoluer ça. En disant, voilà, en dessous de moi, j'ai un petit jeune, il n'est pas forcément là pour prendre ma place. Parce que généralement, c'est ça la peur. Le fait de dire, le petit jeune va me voler ma place et moi, je vais me Voilà. retrouver dehors. Euh, Quelque part, je peux comprendre la crainte du dirigeant, mais s'il n'est pas bon, il faut qu'il parte aussi, non? Ok. Bien souvent, les jeunes nous viennent à poser une question. La question de savoir, avec une faible revenu, avec une faible rémunération, comment escalader, comment se projeter, quelles dispositions il faut prendre. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas tout lâcher et se lancer dans l'entrepreneuriat ou à défaut, il faut investir sur soi-même? Parce que moi, j'ai souvent l'habitude de constater que nous rentrons en entreprise avec une licence, mais la majeure partie, au lieu de se professionnaliser, au lieu de chercher à avoir un diplôme de plus, à acquérir une expérience professionnelle de plus, des certifications pour pouvoir être toujours au bon niveau, puisqu'il y a des certifications qui permettent quand même de se démarquer des autres, puisqu'on a déjà l'expérience professionnelle. Mais on remarque que beaucoup de personnes, du fait qu'ils obtiennent déjà une rémunération, ils ne travaillent pas pour atteindre un niveau. Est-ce que c'est un problème culturel ou bien c'est le manque d'ambition de la part de ces salariés? C'est une question difficile. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Il y a des gens qui vont se satisfaire de ce qu'ils ont sans penser à une perspective plus lointaine. La carrière, ici comme ailleurs, la carrière, ça dure une quarantaine d'années. Peu importe ce que vous en faites, si c'est une carrière salariale, si c'est de l'entrepreneuriat, ça va durer au moins une quarantaine d'années pendant lesquelles il va falloir rapporter l'argent à la maison. Soit dit en passant, la carrière professionnelle, c'est pas uniquement pour gagner de l'argent. Le travail, il est pas là que pour l'argent. Il est aussi, si vous faites quelque chose qui vous ennuie pendant 40 ans, retournez-vous et demandez-vous ce que vous avez fait de votre vie. En disant, est-ce que ma vie a été agréable? Est-ce que j'en ai profité? Est-ce que j'ai mené quelque chose de bien? L'argent, c'est pas uniquement c'est pas le seul moteur de la vie. Enfin, ça doit pas l'être. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. D'accord? Donc il faut garder ça en ligne de compte. Après, le salariat, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est peut-être des périodes de votre vie. Vous pourrez peut-être être 10 ans salarié, peut-être après lancer votre entreprise, ou le contraire. Ce que je pense de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut que ça soit des gens extrêmement motivés. C'est par essence beaucoup plus risqué que le salariat, parce que là, c'est votre argent que vous risquez, c'est votre temps. Euh, c'est peut-être plus gratifiant de travailler pour soi-même et d'avoir des résultats pour soi-même. Ça va beaucoup plus vite, ça c'est clair, il n'y a pas à discuter là-dessus. Le jour où vous tombez, c'est aussi de votre faute, parce que ça ne peut être que de la vôtre. Après l'entrepreneuriat, vous aurez des échecs dans votre vie, comme tout le monde. Euh, vous aurez des échecs, et il faut peut-être pas s'arrêter sur les échecs pour continuer à aller de l'avant. Euh, la question était de savoir est-ce qu'il faut toujours se former Oui, au toujours fur et à mesure. voilà. Moi, je dirais, voilà, vous allez, par exemple, un travail
comptable, de financier. Demain matin, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat à faire une entreprise de vente de je ne sais pas quoi. Ok, vous êtes un bon financier, mais est-ce que vous connaissez le commercial? Est-ce que vous savez comment approcher vos clients? Donc peut-être, effectivement, un financier doit pouvoir se former un minimum aux aspects commerciaux. Et vice-versa, un commercial qui est un bon commercial, il va vouloir monter son entreprise, il va vouloir vendre quelque chose. Au bout de 3 mois, il n'a plus de trésorerie parce qu'il n'a pas su le gérer, parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. C'est un commercial, il est là pour vendre, il n'est pas là pour gérer. Voilà. Et donc c'est en ça où il faut aussi se former, parce que l'entrepreneuriat, c'est une multitude de métiers. C'est tous les métiers de l'entreprise qui reposent sur une personne. Donc l'entrepreneuriat, c'est vous. Vous allez faire de la finance, du commerce, vous allez faire un tas de choses, du marketing, des ressources humaines, vous allez faire un tas de choses comme ça. Arrive un moment, il va falloir vous entourer ou le savoir le faire vous-même. Et vous, on ne peut pas tout savoir faire. Voilà, il y a des choses, on ne sait pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est toujours bon, quand vous êtes salarié, de penser à la marche d'après en disant comment je peux me former pour m'orienter vers les postes stratégiques, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc c'est aussi continuer à se former en continu, la formation continue tout au long de votre carrière professionnelle. Parce que aujourd'hui, vous avez 20-25 ans, vous sortez de l'école, vous avez les idées qu'on vous a apprises de l'école, on est en 2025. Dans 30 ans, en 2055, est-ce que ces idées seront toujours aussi bonnes? Est-ce qu'elles n'auront pas changé? Est-ce qu'elles n'auront pas évolué? Donc dans 30 ans, vous serez peut-être un has-been. Hein, c'est peut-être ça. Et peut-être, si vous avez suivi les formations, si vous suivez les évolutions de votre métier, eh ben, vous serez encore quelqu'un, même à 55 ou 60 ans, où on dit « tonton, il est temps d'aller à la retraite », ben là, vous serez encore quelqu'un qui est à la pointe de son métier. Voilà. Okay. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est on constate que beaucoup de salariés, au cours de leur processus, surtout ceux qui se plaignent au bout de 5 ans et qui n'ont pas pu planifier leur carrière, il y a certaines dans les entreprises, puisque le temps de travail, c'est de 8h à 18h, mais on voit certaines personnes, au lieu d'avoir une autre perspective, peut-être d'aller apprendre quelque chose de nouveau, ils veulent finir à 22h, ils quittent le service à 22h. Quelle est votre appréhension par rapport, parce que c'est beaucoup plus culturel comparé à ce qui se fait en Europe. Quand moi je vais en Europe, par exemple, l'heure c'est l'heure. Quand il sonne l'heure, c'est au plus une marge de manœuvre de 1 heure si on doit trop rester au boulot. Mais en Afrique, on voit certaines personnes rester jusqu'à 22h, 23h. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est eux qui se démarquent le mieux en entreprise ou on peut sortir à 18h et mieux se démarquer? Tout dépend de l'employeur. Il y a certains employeurs qui vont vouloir pressurer leurs employés pendant des heures et des heures. Ce que j'en pense personnellement, c'est que quelqu'un ne peut pas être à fond 14 heures par jour. C'est-à-dire que le cerveau a besoin de se reposer à un moment ou à un autre. On ne peut pas être vraiment dynamique dans sa tête ou dans son corps en travaillant 14 heures par jour. Ça va lâcher un moment. Donc il y a un aspect, je dirais pour moi, physique qui va rentrer en ligne de compte. Cet aspect de travailler beaucoup, si vous allez en Allemagne, si vous allez aux Pays-Bas, oui. Au bout de quelques jours, on va vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as trop de travail ou tu t'organises mal? Pourquoi tu mets autant de temps à faire tout ça? Voilà, c'est la question qu'on va vous poser. Et on va vous poser la question en disant, si tu travailles jusqu'à 22h, 23h, tu es mal organisé. Donc on va t'aider à t'organiser pour travailler peut-être un peu moins. Si on te donne trop de travail, globalement, on va réduire la charge de travail ou l'orienter d'une autre façon, voilà, enfin, ou la décaler dans le temps. C'est assez mal vu dans les pays nordiques de travailler jusqu'à 22h ou 23h, sauf, bien sûr, exception où il y a toujours des urgences, il y a toujours, pour la comptabilité, il y a de la clôture, par exemple, des décomptes. Donc là, c'est clair, il faut faire ça à un moment donné. Quand vous travaillez dans l'édition, il y a des moments où, oui, il y a des bouclages à faire, il y a des choses. Donc là, vous êtes obligé parce que vous avez une deadline qui va arriver. Donc là, pourquoi pas, mais de temps en temps. Si c'est du quotidien, personnellement, je n'aimerais pas trop ça.
D'accord. mais d'autres apprécient. D'autres apprécient. Et c'est une vraie difficulté, même une plaie pour certaines personnes, parce qu'à la langue, en tant que salarié, on dit j'ai tout donné pour l'entreprise, mais finalement, c'est de revers d'une main qu'on place peut-être pendant des années, on se bat, on finit à 22 heures, ce que l'employeur n'a jamais demandé. Et plus tard, on aspire à un poste et quelqu'un quitte de l'extérieur pour venir prendre et ça fait très mal. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une perspective, la perspective de savoir comment je fais pour gagner des millions. Comment en Afrique aujourd'hui, en tant que salarié, je m'organise? Est-ce que je peux en même temps garder mon emploi salarial, faire des investissements à côté pour pouvoir avoir, parce que ça aussi, ça fait partie d'une carrière professionnelle, pour pouvoir quand même décupler le montant que je gagne sur le plan salarial, ou je reste dans une droite ligne où je me dis, ma seule porte de sortie, c'est réellement de me professionnaliser. S'il le faut, je gagne des expériences professionnelles en entreprise pendant 2, 3 ans, mais à un moment donné, il faut que j'aille chercher mieux. Et à chaque fois, chercher mieux, parce que généralement, on nous dit que la meilleure façon de se vendre en entreprise, c'est de ne pas faire plus de 4 ans dans une entité. Quand tu fais 4 ans, il faut aller chercher peut-être ailleurs pour pouvoir mieux se vendre lors de l'entretien en demandant plus de rémunération. Avec votre expérience en Afrique, avec votre expérience en Europe, dans quelle logique nous devrions mieux nous situer pour ne pas faire des erreurs? Alors, il y a deux questions à travers ça. Il y a déjà la question de l'emploi en Afrique et de la relation entre l'employeur et l'employé. L'idée, c'est que l'entreprise récompense quelque part le travail. Et si elle ne le fait pas, je pense qu'elle ne gardera pas longtemps ces bons éléments. Parce qu'il faut une reconnaissance et que le travail, ça doit être je gagne, tu gagnes. C'est ça la logique. La deuxième chose, acquérir de l'expérience, changer tous les 4 ans d'emploi, c'est une stratégie. C'en est une, il y en a d'autres. La chose c'est que vous n'aurez pas forcément une progression linéaire dans votre carrière. Peut-être l'emploi suivant, vous gagnerez 10-20% de plus. Peut-être le troisième emploi, ça sera au même niveau. Tout dépendra de comment ça sera. Quelle est votre position sur le marché? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un travail? Est-ce que voilà, parce qu'il peut arriver des choses dans la vie où peut-être la deuxième entreprise vous aura licencié, ou peut-être elle aura fait faillite, ou peut-être je sais pas. Bon, et là vous aurez besoin d'un travail assez rapidement. Donc vous serez peut-être prêt à faire des efforts sur votre rémunération. Donc ce que je veux dire, c'est que ça sera pas forcément linéaire. La carrière, elle est pas linéaire. Enfin, elle l'est plus. Elle peut plus l'être. Voilà. Et ce phénomène-là de grimper graduellement et régulièrement, je pense que ça n'existe plus. Je pense qu'à chaque moment de votre carrière, vous êtes quelque part en compétition avec un autre qui a à peu près le même profil. Et donc, l'employeur, s'il a la chance d'avoir le choix, il prendra celui qui lui aura fait le meilleur effet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une réponse très claire à votre question. Voilà. Et je sens bien que je suis pas moi-même sur cette réponse. Mais de votre expérience, si aujourd'hui il vous est donné la possibilité de choisir entre une voie salariale, la carrière que vous êtes en train de faire, une brillante carrière qui n'est certainement pas finie et qui peut-être prévoit encore des trucs plus élogieux dans l'avenir, et le fait de tout laisser pour rentrer en entrepreneuriat, lequel vous allez choisir? J'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai pas prévu ça. Après, l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qu'on est. Voilà, il y a des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, voilà, et ils vont faire que ça. D'autres sont plus un profil de salarié, et d'autres personnes ont un peu les deux. Et dans leur carrière, ils vont peut-être bouger de l'une à l'autre. Donc il n'y a pas de réponse, et moi j'ai pas de réponse sur ma carrière personnelle. Il y a aussi
comme je vous le disais, hein, la perspective de gagner, d'avoir des postes plus gros, d'avoir plus d'argent, ça, c'est peut-être une perspective que vous avez parce que vous êtes jeune. Oui. Après, la part des choses est un peu différente. Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent ou est-ce que j'ai juste besoin d'assez d'argent? Est-ce que j'ai des responsabilités? Est-ce que j'en veux toujours plus? Ou est-ce que je suis arrivé à un niveau où je me sens bien et je sens que je peux donner le maximum de moi-même? Peut-être qu'après, il y a des postes. Vous savez, j'ai vu beaucoup d'entreprises où il y a d'excellents numéro 2 et quand ils deviennent numéro 1, c'est plus bon du tout. Pourquoi? Parce que ils sont pas le niveau numéro 1, c'est pas pour eux. Il manque peut-être de stratégie, il manque peut-être de charisme. Par contre, ils étaient très bons numéro 2. Et je pense qu'arrivé un moment dans sa carrière, il faut se dire, est-ce que je suis bon là? Est-ce que je peux encore grimper? Et dès que vous avez le sentiment que vous pouvez aller au-dessus, allez-y. Si vous vous dites, avec raison, en réfléchissant, c'est pas un sentiment, si vous dites, non, là je vais me planter parce que c'est sûr et certain, peut-être n'y allez pas. Mais comment on arrive à faire ce point-là? Cette rétrospection, comment on se pose les vraies questions pour ne pas faire le mauvais choix? C'est la voie de la sagesse, mon ami. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Il faut faire des bilans de compétences. Il faut peut-être par les bilans de compétences. Je ne sais pas si ça se fait ici. En Europe, ça se fait, c'est-à-dire que on vous sort de votre travail. Vous racontez pas forcément votre travail, mais la personne va vous dire, voilà, à travers ce que vous avez fait dans tel ou tel travail, vous avez acquis la compétence générique de ça. Vous savez faire ci, vous savez faire ça, vous êtes bon dans tel ou tel domaine. Voilà peut-être là où vous devez progresser. Il y a des gens qui font ce métier-là en France, de vous dire quelles sont vos compétences. Donc, je pense qu'en Afrique, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai que certaines sociétés se positionnent, mais elles se positionnent uniquement au profit des grands groupes pour pouvoir faire le bilan de compétences des salariés. Et c'est certainement aussi une opportunité qu'il faudra peut-être saisir, parce qu'en toute chose, il y a le bon et il y a aussi le revers. Mais moi, je me pose toujours la question, hein. Si aujourd'hui, vous, en tant qu'aîné, vous deviez conseiller nous, jeunes, qui commençons tout doucement à gravir les échelons, qui peut-être nous avions notre propre façon de voir les choses, qui peut-être ne coïncide pas nécessairement avec l'orientation de l'entreprise. C'est-à-dire, nous sommes à une rémunération donnée, on se dit, bon, avec l'effort que nous fournissons, nous pouvons escalader. Est-ce que, en tant que jeune, il faut se morfondre ou il faut se poser plutôt la question de savoir qu'est-ce que je peux vendre, quel est mon profil et qu'est-ce que je peux vendre associé à l'emploi que je suis en train de faire actuellement. La question, c'est de savoir, est-ce que en tant que financier, moi je suis financier par exemple, il y a un emploi salarial où je me plais, mais il est vrai que par moment, la rémunération peut ne pas venir à celle que je souhaite, mais vu que j'ai un profil et que ce profil, je peux vendre à des entreprises, est-ce que vous encouragez un jeune à aller dans ce sens? Bien sûr. Ou rester? Parce que les jeunes aujourd'hui ne se posent pas la question de savoir, oui, je suis salarié, certes, mais je peux vendre un service à d'autres entreprises. On ne se pose pas cette question, mais on se morfond tous les jours à dire l'employeur n'arrive pas à changer mes conditions. On a cette situation qui se pose réellement en Afrique. Encore une fois, si vous restez 40 ans salarié chez Air France, vous allez faire 40 ans ce que vous faites là, peu ou prou. Et est-ce que vous avez envie de vivre une vie comme ça? Est-ce que vous avez envie de vivre une vie pendant toute votre vie à faire la même chose? Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas envie de voir, tiens, ben là, on fait peut-être différemment. Là, j'ai peut-être l'opportunité de faire mieux, de dire, voilà, j'ai acquis une base de compétences grâce à mon travail. Je sais peut-être travailler sous SAP, je sais peut-être travailler sur des gros logiciels qui intéressent beaucoup de gens, je sais gérer une trésorerie, je sais gérer
comment dire, les relations clients-fournisseurs. Je sais, voilà, donc j'ai un métier de financier. Est-ce que je sais faire? Par contre, j'ai jamais fait de comptabilité analytique, par exemple, mais j'ai un diplôme. Peut-être les deux combinés vont faire que vous allez voir un nouvel employeur en disant, voilà, moi je vous propose d'être directeur financier, de faire la gestion de vos comptes, changez d'entreprise et vous verrez bien. Et encore une fois, ne restez pas. Si vous vous morfondez, votre vie, elle est pas là pour. Vous n'êtes pas là pour vous morfondre toute votre vie. Vous êtes jeune. Un jeune, ça doit oser. Voilà. Tout à fait. Voilà. Vous avez moins de responsabilités euh, par votre jeunesse, on va dire, ou de votre insouciance, peut-être. Il y a peut-être de ça, mais il faut profiter de votre jeunesse pour dire. Il ne faut pas y penser tous les jours, par contre. Hein, il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas s'inquiéter, il faut profiter de la vie. Et je pense que là, si vous vous posez les questions, je commence à m'ennuyer dans un poste, ce jour-là, vous dites, bon, je vais commencer à aller chercher ailleurs, je fais mon bilan de compétences, qu'est-ce que je sais faire professionnellement parlant, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, qu'est-ce que je peux mettre en avant pour rassurer mon prochain employeur. Euh, le diplôme et l'expérience, ça sert à rassurer votre prochain employeur. C'est-à-dire que quand on vous embauche, vous avez un entretien, ça dure 1 heure. Moi, j'ai jamais vu connaître quelqu'un en discutant une heure avec lui. Ça, c'est pas possible. Ce qui va donc l'employeur va chercher à se rassurer. Il va se dire, ah, lui, il a un bon diplôme, c'est rassurant déjà parce que je sais son bagage, je sais ce qu'il a appris, je sais les quelques capacités techniques qu'il doit avoir. L'employeur d'avant, ah, il a fait ci, il a fait ça. Je passe un petit coup de fil à l'employeur d'avant et ah, comment il est Bruno? Ah, ben, Bruno, oui, il a fait bon effet. Donc il va chercher à se rassurer par votre expérience, par vos études auprès de votre employeur. Il va se renseigner à droite à gauche par votre réseau pour savoir qui vous êtes. Et donc tout ça fait que peut-être vous n'aurez pas tous les éléments de travail, mais vous rassurez votre prochain employeur. Ok. Je poserai peut-être une dernière question. Est-ce que, en tant que jeune, il faut aller à l'extérieur pour réussir ou on peut réussir tout en étant en Afrique? Bah, moi, ce que je vois ici, c'est qu'au Bénin, il y a quand même beaucoup de développement. Je vois qu'il y a quand même des entreprises qui se créent. Il y a de la fonction publique est d'un très très bon niveau. Euh, on a en face de nous des gens qui travaillent très bien, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent leur sujet. Et donc, il y a ici des emplois qui sont certainement intéressants. Il y a peut-être d'autres emplois dans des villes un peu plus grandes, Abidjan ou Dakar ou Lagos, je ne sais pas, où il y a peut-être plus d'activités parce qu'il y a plus de groupes. Enfin, l'économie est quand même plus vaste là-bas qu'elle ne l'est encore au Bénin. Mais donc ça peut rester en Afrique. Euh, l'emploi en Europe, oui, aussi vous permettra d'accéder à des niveaux plus intéressants peut-être à votre tour, parce que vous aurez vu plus de choses. Voilà, on va dire qu'il y a un peu plus de complexité dans les affaires, de mon point de vue, hein, en Europe qu'ici au Bénin. D'accord. Nous te remercions, Jacques, pour cette magnifique séance que nous avions passée avec toi. Cela nous a beaucoup édifiés et nous permet de faire notre propre bilan de compétences afin d'amorcer peut-être une nouvelle phase dans notre vie. Tout ce que moi j'ai à dire à ces jeunes qui désespèrent dans leur emploi salarial, c'est de se dire, vous aviez fait un parcours pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez donner encore le meilleur de vous-même. Il n'est pas trop tard de se remettre en question et il n'est pas trop tard de pouvoir tracer une très bonne carrière professionnelle afin de gagner des millions. C'est chacun qui définit là où il veut être dans 5 ans. Si aujourd'hui vous passez votre temps à vous morfondre, vous ratez l'opportunité de vous remettre en cause et vous ratez aussi l'opportunité d'être au même niveau que ceux qui se battent aujourd'hui. La balle vous revient, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre solution pour réussir une brillante carrière professionnelle? Merci.